Déjà, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être là. Notre sujet du jour, va être de comment on allie l'intelligence artificielle et l'expertise humaine pour performer dans un contexte international et un contexte multilingue. Donc, vaste sujet. On va essayer de couvrir ça en 40 minutes. Et déjà, présentons-nous. C'est toujours mieux de savoir à qui on s'adresse. Véronique, est-ce que tu veux démarrer? On va être dans les clichés. Je te laisse démarrer alors. Ça marche. Alors moi, c'est Véronique Jung. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la présidente et la cofondatrice de l'agence Rankwell. Et personnellement, je suis experte SEO depuis 2010 sur Google et Baidu. Et Corentin, je te laisse la main sur ta présentation. Ouais, donc en 2 mots, donc je m'appelle Corentin effectivement. Ça fait une dizaine d'années moi que je suis dans le monde du web et du SEO. Je suis expatrié aussi. C'est pour ça que vous voyez un grand soleil, c'est qu'il est 10 heures du matin pour moi puisque je suis en Amérique du Nord. Je m'occupe pour CMJ des marchés, Canada et États-Unis et donc forcément mon quotidien, c'est l'international, les projets multilingues, les projets sur, différents pays et donc c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Hem Peut-être tu peux nous dire 2 mots sur Rankwell et puis je ferai pareil sur CMJ pour ceux qui connaissent pas. Carrément. Donc, Rankwell, c'est une agence de référencement web, hein, général SEO, SEA à l'international. Et on travaille aussi beaucoup sur la partie social ads. Mais le noyau, vraiment le cœur de l'agence, c'est le référencement naturel à la base. On existe depuis 2017 et on a accompagné, voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, différentes typologies de clients, des grands groupes, des maisons de luxe, des startups. Donc, on est voilà, capable de s'adapter à toutes sortes de typologies de clients. Et notre savoir-faire, c'est vraiment quasiment l'ensemble des métiers du search et aussi de l'e-réputation au niveau national comme international. Et je crois que tu as une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Exactement. Pour tous ceux qui passent voilà, commande, entre guillemets, pour un abonnement SEO annuel à partir de 15 000 euros l'année, on fait une réduction de moins 15% sur cet abonnement. OK, donc profitez-en si vous avez envie de travailler avec Véronique et ses équipes. Pour ceux qui Exactement. connaissent pas SMJ, comme je disais, hein, cette 13e conférence, donc vous en avez certainement entendu parler avant. SMJ, c'est une plateforme SEO dédiée à la performance de votre stratégie de contenu. On va travailler la performance vraiment sur 2 axes, l'aspect, visibilité, amener du trafic, amener de la conversion, mais aussi l'aspect productivité. Vraiment, ces 2 aspects, doivent être ensemble pour, fonctionner et ça sera d'autant plus vrai à l'international. On va le voir aujourd'hui. On travaille aujourd'hui avec plus de 300 clients, avec un réseau de partenaires sur, les 2 continents, donc les Amériques, et l'Europe. On a aussi de très, très beaux, clients qui nous font, plaisir tous les jours et je sais que certains d'entre vous aujourd'hui sont, parmi ceux-là. Donc merci pour votre confiance. On a encore de très, très belles choses à faire ensemble. On n'est qu'au début. Nous aussi, on a une très bonne nouvelle. Vous en avez peut-être entendu parler dans les autres conférences. Dans le cadre du SEO Square, on a une offre qui court jusqu'à la fin du mois prochain, donc au 30 avril, je crois, où pour toute nouvelle souscription, on vous offre au choix un workspace. Donc, pour travailler potentiellement sur un nouveau marché, puisqu'on parle d'international, ou d'aller travailler avec l'extension Chrome de CMJ pour notamment faciliter l'adoption par vos équipes, améliorer la productivité, travailler aussi avec l'iChat de SMJ. Donc voilà, plein de bonnes nouvelles et on va rentrer dans le vif du sujet à partir de maintenant. Donc on va prendre ce sujet, comme je disais, très large par 4 points. On va déjà reposer un peu le contexte dans les 2 premières parties. Avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, parlons un peu des points de vigilance. Il ne faut pas se mentir, avec l'IA, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, comme avec tous les outils et toutes les innovations. Et enfin, on finira par ce qui nous intéresse, Véronique et moi, mais aussi vous tous, je pense, le plus, Mm. à savoir les clés, les démarches pour performer dans ce contexte et pour répondre à la question qui est posée de comment allier l'IA et l'humain pour performer à l'international. Bon, on y va alors. Donc déjà, l'intégration de l'international dans votre stratégie SEO. Ça me permet de vraiment vous dire que quand on pense international dans une stratégie SEO, il faut penser sous 2 axes. La première, c'est la modification, l'adaptation de vos pratiques. Et là, il y a un élément qui n'est pas forcément que lié à l'international,
mais lié à une bonne stratégie SEO globale, mais ça sera d'autant plus vrai quand vous êtes dans un cadre d'internationalisation, c'est le décloisonnement de votre fonction SEO. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie et la meilleure performance SEO du monde, si elle n'est pas intégrée dans une stratégie marketing, elle ne fonctionnera pas. Pourquoi? Je prends un exemple très concret. Imaginez, vous êtes premier sur 1000 mots-clés avec des gros volumes de recherche, vous générez un trafic de dingue, tout est magnifique. Mais en fait, c'est des mots-clés sur lesquels vous n'avez pas forcément un assortiment produit, sur lesquels vous margez pas, sur lesquels vous n'avez pas de stock. Ça sert à rien. Donc, il faut vraiment intégrer votre stratégie SEO dans cette stratégie globale. Donc ça, c'est globalement, c'est vrai, mais quand on est dans un cadre d'internationalisation, ça sera d'autant plus vrai puisque vous potentiellement, vous aurez des stratégies marketing un petit peu différentes. Et donc, c'est une opportunité puisque si ce n'est pas déjà le cas, c'est le moment de remettre ça sur la table et de voir comment ça peut être mis en place dans votre organisation. Et en parlant d'opportunités, l'internationalisation, c'est aussi un moment pour comprendre ces nouvelles cibles. Et bah, il y a souvent une étape préambule à tout travail SEO, c'est une étude sémantique, une étude de mots-clés, en fonction de comment on peut l'appeler. Bah, ça vous permet de comprendre votre marché cible. Quand vous êtes sur potentiellement 5, 10, parfois on a des clients qui sont présents dans 100 pays différents, on ne peut pas connaître intuitivement ou parce qu'on on est binational l'ensemble de ces marchés. C'est impossible. Et le moyen peut-être le plus, je dirais rentable, en tout cas le meilleur rapport qualité-prix pour faire cette étude de marché, c'est souvent une étude de mots-clés. Parce que vous allez comprendre quels sont les volumes de recherche, quelles sont les habitudes, qu'est-ce qui est derrière chacune de ces requêtes avec les différentes intentions, et cetera. Et donc, bah, intégrer l'ESO dans votre démarche internationale dès le début, ça sera hyper clé. De manière plus pratique, on va reparler de ces 3 piliers, on en parle tout le temps en SEO. En plus, on peut débattre sur est-ce qu'il n'y en a pas un 4e ou un 5e. C'est pas le sujet du jour, mais là, l'idée, c'est de simplement vous mettre en tête que vous devez avoir une démarche internationale sur l'ensemble de vos pratiques. On en parlera tout à l'heure, puis Véronique nous donnera aussi des exemples. Mais sur les aspects Complètement. techniques, déjà, je pense que là, tu as plein d'exemples en tête qui te viennent automatiquement, Véronique. C'est de se Oui. dire déjà, est-ce que j'ai la capacité avec ma plateforme, comment mon site est développé, à performer à l'étranger, dans plusieurs langues, dans plusieurs marchés. Et là, petit premier conseil de cette conférence, c'est de se dire, OK, même si aujourd'hui je suis uniquement sur un seul marché, mon marché de base, donc disons la France, et que peut-être que dans 2-3 ans, je vais m'internationaliser, prévoyez-le dès maintenant, notamment quand vous êtes dans des projets de refonte, et cetera. Parce que c'est un peu comme si vous achetez un appartement que vous n'avez pas encore d'enfant, mais c'est toujours pas mal d'avoir une deuxième chambre parce que voilà, ça peut être pratique au moment où vous avez envie d'y aller sur ce gros projet. Bah, c'est un peu comme ça qu'on va penser l'international, et ça sur plein d'aspects. Sur les aspects du contenu, là, l'idée, hein, c'est de se dire forcément quand on est en multilingue, on va adapter sa stratégie, c'est logique. Mais même au sein d'une seule et même langue, moi je travaille beaucoup avec des clients canadiens qui sont aux États-Unis, qui sont aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, potentiellement en Grande-Bretagne, et cetera. On a la même langue en soi, même si c'est pas tout à fait vrai, mais on est en anglais. Mais pour autant, la stratégie de mots-clés, la stratégie du contenu qu'on va devoir produire derrière va être complètement différente parce que mon audience et Google ne va pas réagir de la même manière. Mmh. Et ça, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et puis le dernier aspect, c'est le profil de lien. Forcément, si vous avez des liens qui viennent de la France pour aller pousser des pages qui sont localisées aux États-Unis, bah, ça fonctionnera pas, ou en tout cas, ça sera vraiment pas idéal. On va aussi avoir des pages qu'on va devoir booster via une stratégie de netlinking qui seront pas forcément les mêmes, parce que je rappelle, hein, comme je disais en préambule, que notre stratégie globale va changer. Donc tout ça pour vous dire qu'il va falloir intégrer dans vos modes de pensée plein de changements, plein de manières de faire différentes. Et justement, il va falloir aussi changer sa manière de réflexion. Et là, c'est pourquoi je vous mets une map monde là tout de suite. C'est bizarre de faire ça, mais simplement parce que elle est bizarre pour nous, Européens, Français. Quand on voit cette carte-là, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Et en fait, simplement, elle n'est pas centrée sur nous. Elle n'est pas centrée sur l'Europe qu'on voit tout à gauche. Elle est centrée sur l'Asie-Pacifique. Et en fait, c'est le même monde, sauf qu'il n'est pas centré de la même manière. Et c'est une bonne image, je trouve, pour vous montrer que à l'étranger, c'est nous les étrangers. Et donc, il va falloir penser différemment parce que on va pas se comporter, on va pas avoir les mêmes habitudes, etc.
De manière plus concrète, si on re-rentre dans notre sujet qui est le sujet SEO, là, c'est quelques statistiques des utilisations de Google sur les différents pays. Donc il n'y a pas de sujet. Effectivement, Google est extrêmement dominant dans l'immense majorité des pays, mais avec des spécificités, et notamment en Asie, et c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir Véronique avec moi, parce que c'est vraiment peut-être la meilleure spécialiste française sur ce sujet-là, et je crois que tu sors un livre en plus là-dessus, tu pourras peut-être nous en parler Ouais. à la fin. Oui. Par exemple, sur la Chine, c'est Beidou. Sur la Russie, c'est Yandex. Et même quand on a du Google qui est très fort, par exemple en Corée du Sud et au Japon, on ne pourra pas faire comme dans les pays occidentaux, à travailler quasi exclusivement sur Google, parce qu'on va avoir un Naver à proche de 20% d'utilisation en Corée du Sud, on va avoir un Yahoo à plus de 20% au Japon, et donc on va pas se priver de quasiment un cinquième ou un quart parfois de notre audience, sous prétexte qu'on a l'habitude de travailler avec Google. Donc là aussi, dans la manière de faire, la manière de penser, ça va être différent. Et ça tombe bien parce que tout ça, ça va demander des adaptations, et les adaptations, ça demande du temps. Et nous, SEO, c'est peut-être une de nos plus grandes forces. On est fort pour s'adapter. On a toujours réussi à trouver des petites Astuces, automatisations, des petites astuces. Et là-dessus, Véronique, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Complètement. Donc du coup, par rapport à tout ce que tu viens de nous montrer avec, la carte internationale et tout, c'est vrai que, finalement, arrivé sur un autre marché, nous, on devient un peu des outsiders. Il faut tout, remettre en place, il faut en fait, réfléchir, comme si on allait attaquer, voilà, un nouveau marché, et c'est vrai que par rapport à l'automatisation, heu, c'est quelque chose qui a toujours existé en vrai, hein, et surtout quand on remonte un peu, il y a quelque temps, tout ce qui est content spinning, réseau de sites, L'époque les révolue. VPN, exactement, la traduction automatique, tout ça, et il y a aussi le point du résumé automatique qui est quelque chose qui a toujours existé en ingénierie linguistique. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours, c'est vrai que j'ai fait un master, dans tout ce qui est traitement automatique des langues et tout, et cet aspect de résumé automatique, content spinning, ça a toujours existé. Ça a toujours été quelque chose, que les chercheurs, en TAL ont essayé de mettre en place. C'est pas toujours possible et ça dépend des secteurs pour que, voilà, ça soit plus ou moins, comment dire? Adapté, en tout cas, au secteur. Par exemple, sur, tous les secteurs liés à l'immobilier, les sites, de petites annonces et tout, s'y prêtent bien au content spinning, au résumé automatique, mais peut-être moins pour d'autres secteurs comme des professions libérales, ce genre de choses. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, l'IA, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas si nouveau. C'est plutôt une évolution de ce de ce qui existait déjà, et avec, voilà, toutes ces histoires aussi de machine learning. Je pense que si vous êtes aujourd'hui dans cette conférence, c'est que vous êtes aussi intéressé par ce type de technique et de stratégie. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça évolue. On part sur des IA beaucoup plus, fortes et puissantes et robustes, hein, pour, voilà, Et accessible aussi. C'est cette accessibilité qu'on n'avait pas jusqu'à il y a quelques temps. c'est ça, c'était très réservé en fait, à des personnes, qui s'y connaissaient, hein, finalement, Ouais. peut-être des ingénieurs linguistes justement, des Des gens comme personnes, toi. des personnes, voilà, qui travaillent dans le data mining, ouais, des data scientists et tout. Mais là, ça s'est démocratisé, et donc madame Dupont, elle aussi, voilà, elle pourra utiliser par exemple, GPT-3, ChatGPT, je dis n'importe quoi, mais voilà, pour créer du contenu, générer du contenu, avoir aussi des réponses à ces questions. Et c'est pour ça qu'on fait cette conférence. Et donc l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut utiliser, ces forces, de l'IA alliées à l'humain. Clairement. Quand tu dis que tout le monde peut l'utiliser, ça se voit, hein, dans les chiffres concrètement. Bah, là, c'est de la masse, là, hein. Là, vraiment, on voit que depuis le lancement, de ChatGPT, c'est clairement, comment dire? Beaucoup plus dans la quantité de contenu qui va être produit, parce que, voilà, c'est facile, tout est automatisé, on a différentes techniques, enfin différents
plateforme plutôt, pour voilà, générer des contenus. Et là, clairement, on le voit depuis le début de l'année, enfin fin d'année dernière, début d'année, il y a 5 fois plus de contenu long publié sur le web depuis le lancement de ChatGPT. C'est quand même incroyable. Ouais, avant, en fait, je pense que toi, tu le vivais aussi, les clients chez nous, donc les sites web, les entreprises qui faisaient des contenus longs, c'était pas la majorité parce que ça demande une organisation, ça demande des budgets. Potentiellement, si vous l'externalisez, c'est plus vrai. C'est plus la quantité qui fait, l'avantage concurrentiel comme ça a pu être le cas, il y a quelques années. Ça allait mieux Mmh. depuis, les différents updates et la montée en qualité de Google sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, la longueur, je dirais, on s'en moque. Donc pour créer un avantage concurrentiel, c'est vraiment est-ce que vous répondez aux attentes? Et donc c'est vraiment cette notion de qualité, de est-ce que je réponds à ce que mon audience, est-ce que Google attend de moi? Parce qu'effectivement, comme on disait, ChatGPT produira toujours plus et plus vite que vous. Par contre, être plus intelligent que vous, Exactement. pas sûr. Pas sûr. Et justement, par rapport à cette qualité, c'est pas juste la qualité, je veux dire orthographique. C'est des points où moi je vais revenir dessus tout à l'heure avec mes exemples, où on sent que c'est beaucoup plus lié à des émotions et à la sémantique. C'est pas vraiment, juste, le texte est bien écrit, grammaticalement parlant. Ça OK, franchement tout le monde, peut le faire et des outils, comme OpenAI, je dis n'importe quoi, peut très bien le faire, mais il faut Mmh, aller au-delà de ça, en fait. clairement. Et on a des petites spécificités sur les marchés, asiatiques, je crois, parce que nous, Européens, occidentaux, on a Oui. toujours, cette impression de connaître nos marchés, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas trop. Oui. Alors, il y avait une IA dont je voulais vous parler, c'est ErnieBot. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'en Chine, bah, c'est l'IA de Baidu, hein. En Chine, il y a toujours un équivalent qui sort peu après, les versions américaines. C'est la guerre Donc entre la Chine et les États-Unis, ça. ah mais tout le temps, tout le temps. Enfin, il y a toujours un équivalent et souvent, c'est d'abord les Américains qui sortent une version, de quelque chose et les Chinois derrière vont se dire: «Ah, on doit faire un peu la même chose» et c'est vrai que les employés de Baidu ont été pressés, mais vraiment, tellement pressés pour sortir, ErnieBot qui est, soi-disant une version similaire à ChatGPT. Alors c'est vraiment très, très récent, ça date d'il y a 6 jours. En fait, Robin Li, que vous voyez à l'écran, le PDG de Baidu, a fait, une conférence de presse, mais apparemment ErnieBot, a beaucoup, beaucoup déçu, les investisseurs parce qu'en fait, la démo n'était pas une démo en live. C'était une démo hyper, scénarisée, et du coup, on s'était dit, enfin les personnes se présentent, hein, et les journalistes et tout, se sont dit que c'est peut-être pas encore super méga au point et finalement c'est un peu décevant quoi, par rapport à ce qu'on peut voir, avec ChatGPT. Mais quand même, je voulais Ça nous rappelle revenir un sur peu Bard de Google, oui, ça fait ça avec ça quelques semaines d'écart, ça fait un peu un flop, en tout cas, pour, cette sortie. mais ça Mais arrive. voilà, il y a des choses je pense que Robin Lee, il s'est défendu en disant que, bah, oui, c'est pas encore parfait, on est encore en train de mettre au point les choses, c'est une version bêta. Mais il y a quand même quelques spécificités d'ErnieBot qui est un peu différente, de ce qu'on peut connaître avec, ChatGPT, et GPT-3, tout ça. C'est que ErnieBot, est une IA qui est intégrée, bien évidemment, au moteur de recherche, mais aussi au service cloud et à l'assistant vocal, pour les voitures autonomes. Et en fait, le but d'ErnieBot, c'est de fournir un contenu, bah, généré de façon automatique, hein, qui, sera unique et très personnalisé par utilisateur. Et ce que j'ai remarqué quand même avec ErnieBot, c'est qu'il est beaucoup plus focalisé pardon, sur, la recherche vocale. Parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité, enfin par rapport à l'Europe en tout cas, c'est que les Chinois recherchent plus à l'oral, avec voilà la recherche vocale, avec, l'enceinte Xiaodu, un peu l'équivalent de Google Home,
dont on n'entend plus trop parler d'ailleurs, ou encore avec leur téléphone, avec la fonction voice search. Donc Ernie Bot est beaucoup plus focalisé sur la partie vocale en fait. Ça vient, quand on parlait d'habitude tout à l'heure, on est clairement là-dedans aussi. Hein. C'est ça, et par rapport aux habitudes, c'est ce que je voulais rappeler, c'est que d'un pays à un autre, alors surtout quand on compare à la Chine, c'est un choc culturel, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître nous en Occident. Faire des recherches vocales, c'est ancré en fait dans leurs habitudes. C'est comme si c'est normal en fait. C'est comme si nous on faisait notre recherche sur ordinateur. Mais l'assistant vocal Xiaodou, c'est vraiment voilà l'objet que tous les foyers ont à la maison, que tout le monde a. Et c'est vrai que l'IA sera intégrée dans la plupart des produits de Baidu, notamment cette fameuse enceinte. Et juste voilà, pour finir sur ce point, c'est vrai que les Chinois ont tendance à chercher les informations avec la voice search et beaucoup moins avec l'ordinateur ou même taper sur mobile. Pourquoi? Parce que déjà, écrire en chinois, c'est hyper compliqué. Enfin, avec le pinyin et tout le clavier, faut composer son caractère et tout. Et c'est vrai que quand on fait une recherche vocale, bah, ça va beaucoup plus vite. On pose la question et hop, Baidu ou l'enceinte nous retourne la réponse. Et c'est là où on voit quand même des petites, déjà des différences d'adaptation, comme on disait tout à l'heure. C'est que si vous allez vous attaquer au marché chinois, il va falloir prendre en compte ça, et ça veut dire d'avoir potentiellement des contenus qui vont être structurés différemment, un mode d'adressage de notre audience qui va être différent que celui qu'on peut avoir en Europe, aux États-Unis ou au Canada, pays qui sont assez proches en termes d'usage des moteurs de recherche notamment. Complètement. Et Je crois qu'on c'est le vrai, voit en là, chiffres en plus. oui. Et par rapport aux requêtes, là, je parle beaucoup de la Chine, mais c'est assez vrai pour tous les pays asiatiques où on a en fait des écritures un peu de sinogrammes, enfin de caractères. Parce que même en japonais, en coréen, c'est plus facile de faire la requête orale avec la voix que écrire, taper, ça prend plus de temps. Et je voulais vous montrer aussi ce graphe pour montrer à quel point les requêtes vocales par mois sur Baidu Duals, c'est l'enceinte, c'est le nom de l'enceinte en anglais. Bah, en milliards de requêtes, on voit que ça monte que ça progresse depuis mars 2019. Là, mais ce que j'ai pu trouver comme data plus récente, ça date de mars 2020. Donc, imaginez, aujourd'hui, on doit être bien à 8-10 milliards de requêtes par mois, de requêtes orales. Ce qui fait qu'il faut vraiment prendre en compte cet aspect si un jour, voilà, vous voulez vous développer à l'international vers l'Asie, notamment en Chine. Ouais, puis c'est des petits marchés en plus, donc forcément, les volumes sont très vite importants et les intérêts économiques peuvent être très très vite importants. Ok, Ça. merci pour tous ces focus Chine. Comme vous l'aurez compris, on va vraiment, Véronique va vous parler beaucoup de l'Asie et moi plutôt de l'Amérique globalement. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Avant de rentrer sur comment on fait pour performer, petit préambule sur les erreurs à éviter. Je pense que c'est un sujet qui a amené suffisamment de débats, qui va continuer là-dedans, c'est sûr et certain. Donc nous, on voulait insister sur principalement 2 points. Le premier d'entre eux, c'est faites attention à la standardisation. Comme on disait tout à l'heure, c'est plus le volume, c'est la qualité qui va faire la différence, et c'est notamment votre identité, qui vous êtes, qui va faire la différence. Sinon, vous allez vous battre sur le volume. Ça va être une course en avant effrénée et ça va être très compliqué parce qu'il y aura toujours meilleur que soi sur ce point-là. Ça peut être aussi des différenciations par le prix, par des choses comme ça, des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment envie de se battre parce que ce n'est pas forcément toujours le plus intéressant, à part cas particulier.
Donc, l'IA va vous aider à aller plus vite, mais la personnalisation doit rester dans le champ de l'humain. Tu parlais tout à l'heure du ton de voix, des angles, de l'expertise qu'on peut apporter aussi, qui sera forcément ultra intéressante à travailler en plus de ce que vous avez, sur l'IA et notamment pays par pays, parce qu'on va pas tout à fait avoir la même image de marque, en fonction de si on est connu, on existe depuis, 150 ans, et si on arrive sur un nouveau marché où personne ne nous connaît. Donc forcément, ça, c'est, Complètement. à adapter et à prendre en compte et je crois que c'est encore plus vrai en Chine. Bah, exactement, c'est ce que je mettais là juste sur le focus Chine, c'est la façon de trouver des nouveaux sujets est vraiment différente par rapport à ce qu'on peut faire nous en Europe. On va plus aller directement sur Google, se renseigner. Mais en Chine, notamment, on va plutôt partir sur du WeChat. On va aller découvrir des nouvelles marques sur WeChat, qui n'a d'ailleurs encore rien annoncé côté IA, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et ensuite, après avoir découvert ces marques, on va aller sur Baidu ou Sogu. Sogu, qui est le moteur de recherche en partenariat avec le groupe Tencent, qui détient WeChat. Et donc, les personnes, les consommateurs, les utilisateurs chinois, souvent font leurs recherches de cette manière. D'abord, je vais voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle marque, qu'est-ce qu'il y a comme tendance. Ensuite, je vais me renseigner au niveau du site officiel, de l'historique de la marque, pour en apprendre plus. Et derrière, c'est vrai que quand on a des contenus européens, je pense notamment aux marques européennes, aux maisons de luxe et tout, qui veulent aller sur le marché asiatique chinois, il faut absolument prendre en compte ce genre d'usage, ce genre de comportement pour les adapter aux intentions de recherche locales. Parce qu'on aura besoin d'adapter, de se mettre là où les gens se trouvent en fait et en Europe, ils vont se trouver sur Exactement. Google à 90 du temps. Là, c'est un peu, parsemé sur différents outils. Le deuxième axe, c'est, le fait de garder le contrôle. Les nouvelles IA depuis quelques mois et c'est particulièrement vrai là avec GPT-4 et cetera, mais toutes les autres aussi, on a l'impression que c'est la vérité absolue parce qu'en fait, on a la réponse en un claquement de doigts. C'est pas vrai. C'est pas vrai et l'humain doit rester le responsable et le garant en fait, de cette qualité-là. Faites attention à tout ce qui va être date, chiffres, les sources et cetera. Il y a plein d'études, plein de cas qu'on pourrait citer, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, de choses qui sont fausses, hein, sorties par, différents outils d'IA conversationnelle et puis l'adaptation de marché aussi, puisque l'IA va avoir des limitations là-dessus. Donc ça, c'est à vous de l'être et quand on parlait ici de spécificité au marché chinois, à la qualité, là aussi, il y a des choses à dire, notamment en lien avec Beidou et Ernie Bot. Exactement. En fait, moi, je me pose vraiment la question avec cette, cette personnalisation qui va arriver dans les résultats de recherche de Baidu, notamment avec Ernie Bot. Est-ce que le SEO pourrait encore exister comme on l'entend aujourd'hui? C'est-à-dire vraiment des classements un peu génériques des sites corporate, ce genre de choses. Ou est-ce que ça sera vraiment des résultats personnalisés par compte Baidu, par utilisateur sur Baidu, qui fait que finalement, le référencement, faudra vraiment le penser d'une autre manière, quoi. Si on veut sortir du lot, en tout cas sur la Chine, il faudra être vachement, enfin, faudra vraiment être hyper, comment dire, local et adapté aux intentions marketing. C'est pas que SEO, parce que là, on parle beaucoup de SEO, mais vraiment marketing en général. Et c'est vrai que bah, dans le nouveau livre que je viens d'écrire, qui n'est pas dédié que sur le SEO, mais vraiment le marketing digital en général, parce que sur la Chine, c'est de plus en plus compliqué de parler que de SEO. C'est vraiment une stratégie avec les réseaux sociaux, plus les contenus, plus ce qu'on peut avoir sur la partie search en SEA et SEO, pour avoir vraiment des résultats de recherche et une image de marque qui répond et qui correspondent aux attentes des consommateurs locaux, finalement. Donc des usages qui vont être très différents par marché, et donc l'IA, comme on disait, va nous aider, à nous adapter, à comprendre comment ça fonctionne et je crois que c'est la prochaine partie donc on va y aller. Yes. Effectivement, cette partie, elle est pour
elle a pour objectif de vous donner vraiment des clés, des démarches, des astuces pour vous aider à utiliser l'IA correctement dans une démarche internationale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google nous donne son feu vert conditionnel et conditionné, néanmoins, il nous donne son feu vert pour utiliser de l'IA. Je vous lis la phrase parce que c'est hyper important de l'avoir en tête et potentiellement de la réutiliser pour aller convaincre des personnes chez vous, si vous en avez besoin. Il est important de reconnaître que toutes les utilisations de l'automatisation, y compris la génération par IA, ne sont pas du spam. Voilà, c'est clair et net, marqué. L'IA peut permettre de développer de nouveaux niveaux d'expression et de créativité et d'aider les utilisateurs à créer des contenus de qualité pour le web. Donc on a vraiment cette notion de qualité qui va être hyper importante. C'est communication officielle de Google sur Google Search Central, disponible dans toutes les langues. Vous pouvez y aller, le réutiliser pour rassurer tout le monde. Mais on a quand même cette notion de qualité, on réinsistera jamais assez là-dessus. Donc c'est vraiment ça notre rôle en tant qu'humain. Donc pour fonctionner, on a, je dirais, construit la fusée en 4 étages. La compréhension de son marché, la compréhension de sa cible et de ses habitudes, donc notamment adaptées à sa culture, pour amener à la performance. Comme vous voyez, depuis tout à l'heure, on ne parle pas que de SEO, parce qu'en fait, c'est impossible de penser internalisation uniquement sur que le SEO. C'était d'ailleurs la première phrase que j'ai dit, je crois, de la conférence, à part me présenter et présenter Véronique, c'était justement décloisonner. Donc c'est vraiment important d'avoir l'ensemble de ces phases-là, et on a explosé ces gros blocs par démarche, et sur chacune de ces petites cases, on va vous donner comment utiliser l'IA sur l'ensemble de ces phases. Donc on y va. La première étape de la fusée, premier étage de la fusée, c'est la compréhension de son marché. Souvent on ne le connaît pas ou on a plein d'idées reçues. C'est très souvent comme ça qu'on se plante, pour être concret. Donc la première démarche que je vous conseille de faire, c'est de vous poser les bonnes questions. Et là, vous avez 2 choix. 3 choix, disons. Soit vous connaissez le marché, vous allez vous poser les bonnes questions parce que ça fait 30 ans que vous faites dans l'internationalisation, c'est dur à dire. C'est pas tout le monde. En tout cas, c'est assez rare. Deuxième solution, vous prenez un consultant en marketing international. Ça va vous coûter une fortune, mais c'est très efficace. Dernière étape, vous pouvez vous faire aider de l'IA. C'est ce qu'on a fait ici, en demandant là on est sur ChatGPT, agis comme un consultant marketing international, j'ai une activité qui fonctionne bien en France, je souhaite lancer mon activité en Espagne, je précise le pays, quelles sont les questions que je dois me poser? Et puis on va avoir une liste de questions. Là on a été obligé de couper, on avait une vingtaine de questions, c'est une sorte de checklist de toutes les choses que je vais devoir penser, répondre pour être sûr de connaître correctement mon marché. Ensuite, on va avoir des démarches plus d'analyse, parce qu'on a besoin d'avoir des chiffres, des données un peu plus larges. Là, pareil, hein, pour ceux qui ont fait des écoles où on vous a parlé de pestel, ça doit vous rappeler des choses comme ça. Là, j'ai demandé de comparer sur différents pays, le PIB, le revenu moyen par ménage, le nombre d'entreprises, le régime politique. Bref, là, je me suis fait plaisir, mais ça aurait pu être plein d'autres choses, justement pour savoir un peu où je mets les pieds. Et notamment de se dire, et là j'ai été assez surpris, moi j'ai appris quelque chose, que le revenu moyen par ménage en France est bien supérieur à celui du Japon. J'aurais pensé que c'était l'inverse. Donc typiquement, si j'arrive avec un positionnement prix plus élevé sur le Japon que la France, je vais me planter. En tout cas, à part s'il y a des spécificités, mais sur cette base de données-là, ça va être important aussi de l'avoir. On va aussi avoir la capacité d'identifier facilement ses concurrents dans une niche. Donc là, on a simplement demandé les différents sites e-commerce du secteur du sport extérieur. Donc je vous confirme, sur le Canada, ça fonctionne. En Corée du Sud, Véronique, on en a parlé, c'est bien quelque chose qui existe, Coupang. Forcément, on ne connaît pas et c'est parfois difficile de trouver l'info. Donc là, pareil, on l'a directement. On l'a aussi avec les sources, c'est là où c'est très intéressant. Donc là, je suis sur Bing AI, qui est connecté grâce à Bing au web et donc nous donne les sources. Donc on peut aller vérifier l'information parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous le garant de l'info et donc l'idée c'est d'aller vérifier aussi au besoin, mais tout en accélérant le process. On a l'aspect compréhension de son audience locale, face à qui je m'adresse. Donc là, en France, au Canada, en Corée du Sud, c'est quoi les langues, quelles sont les cultures, quelles sont les valeurs importantes. Ça va vous permettre de comprendre aussi quel est le ton que vous allez devoir donner. Et pareil, ça c'est un travail que vous pouvez faire tout à fait à la main, mais vous allez passer un temps, peut-être une journée entière à faire ça. Là, on pose une question dans Bing AI, on a la réponse en quelques clics. Si je veux aller vérifier cette info, j'ai les liens encore une fois.
On va aussi pouvoir aller plus loin sur des marchés asiatiques avec les fameux conseils de Véronique. Vous comprenez le principe maintenant, et là, je pense que tu as des choses à nous dire. Exactement. En fait, par rapport au marché asiatique et non pas juste chinois, il faut comprendre quelque chose de presque psychologique, c'est qu'ils ont un besoin accru d'être en confiance. Si ils ne reçoivent pas suffisamment de recommandations, ils ne trouvent pas d'avis sur un produit ou un service ou une entreprise, ils vont avoir beaucoup de mal à convertir, à acheter, à poursuivre leurs achats. Et vraiment, ce point est crucial, en fait, pour réussir non seulement en SEO, hein, mais surtout en affaires et en business avec les Asiatiques. Donc là, je cite les Chinois, les Japonais, les Coréens, parce que ce sont ceux que je connais le mieux, on va dire, personnellement. Et c'est pas pour rien que Baidu, Naver sont des moteurs de recherche communautaires. Surtout Naver, la Corée du Sud. Vraiment, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés sur Naver. Après, tout est en coréen, donc c'est parfois un peu compliqué à comprendre. C'est pas simple. J'ai essayé d'aller voir, difficile. C'est vraiment en fait un portail avec, tu as en premier genre les blogs, après tu as les forums, tu as les cafés Naver, qui sont des blogs en fait, mais des blogs où les blogueurs vont échanger des conseils entre eux, qui vont discuter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les IA qu'on a vont pouvoir retranscrire tout ça, ce côté confiance, ce côté sémantique, et surtout susciter de la confiance de la part des consommateurs. Ouais, donc Et ça là, veut je aussi pense dire que d'adapter ces types de contenus, oui, parce que forcément, si on fait un contenu très corpo, alors que l'attente, c'est des avis, des tests, des gens qui nous ressemblent, en exactement, fait, qui ça nous fonctionnera pas. ressemblent. Ça ne fonctionnera pas. Vraiment, je vous dis tout de suite, si ça reste comme ça, les trop robotiques, ça se ressent. Et puis ça, c'est tout le défi qu'on a sur les marchés asiatiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je n'oserais pas utiliser ChatGPT ou GPT-3 pour générer des contenus, parce que je sais que ça se fait dans les langues asiatiques. Sans relecture et tout, sans rien, c'est pas possible en fait. Bon. Il faut absolument, voilà, Et repasser sur tous les dessus. marchés, hein. Là, je te confirme, hein, moi, je travaille beaucoup, avec des C'est anglo-saxons pour qui la productivité est ultra importante. Forcément, c'est pas qu'un cliché ça, et pour autant, je suis obligé de les freiner pour dire: «Attends, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on est en train de raconter en termes de qualité? Est-ce qu'on apporte vraiment de la valeur?» Simplement pas remplir exactement. des mots, un nombre de mots, quoi. Mais particulièrement vrai pour les marchés asiatiques, ton point est bien noté. Moi, je le note pour le futur, et puis je pense que notre audience aussi. Ouais, bien noter ça. Hem, on va aussi pouvoir travailler sur la constitution de listes de prospects. Alors là, c'est encore un autre besoin, mais de se dire: «OK, bah, ça va être quoi mes cibles?» Imaginons, je suis une agence au plus grand des hasards, un monde qu'on ne connaît pas avec Véronique, et que je veux aller travailler les e-commerçants, de vêtements pour femmes sur différents pays. Voilà, j'ai l'information, j'ai de la personnalisation, donc là, j'ai fait simple pour les besoins de la conférence avec simplement le chiffre d'affaires, mais je pourrais aller demander plein d'autres informations pour aller personnaliser mon approche derrière. Mmh. Donc là, on sait un peu où on met les pieds. Avec tous ces prompts, avec toute cette information générée par l'IA, ça m'a pris très, très peu de temps, mais je sais déjà un peu où je vais. Maintenant, il va falloir savoir comment j'y vais, en fait, avec ma stratégie marketing. Et là, il y a un gros travail qui est essentiel, c'est le travail des personas. Un travail de persona, c'est des heures et des heures de travail, des jours potentiellement. L'IA peut nous aider. Il ne va pas faire tout le travail à ma place, mais il peut m'aider parce que forcément, il a une capacité de traitement plus rapide que la mienne. Il a une base de données aussi très très importante. Et donc là, je vais lui demander de faire 3 personas dans une niche, hein, les fabricants de crèmes pour les mains naturelles sur la France, le Canada, le Japon. Forcément, on n'a pas les mêmes besoins. Au Canada, il fait frais, il fait encore moins 7 aujourd'hui. En France, on a peut-être des besoins plus liés à d'autres aspects, au Japon aussi. Bref, ça va nous permettre d'aller plus vite là-dessus. On a les habitudes aussi de nos cibles qu'on connaît un petit peu mieux là, grâce au travail de persona. Donc là, on va pouvoir leur demander justement ce travail-là. On va voir directement les études de marché, donc les sources les plus intéressantes potentiellement qui vont être directement travaillées ici.
sur lesquels on va pouvoir cliquer pour aller plus loin dans l'information, comprendre aussi quelles sont leurs attentes. Donc là, sur des sujets assez spécifiques, je me suis amusé en me demandant les attentes d'un Canadien versus un Français du même âge vis-à-vis de leur banque. Donc sujet quand même assez spécifique et la réponse est vraiment au top. Elle est hyper intéressante, elle est sourcée, on a des études de Capgemini, on a des études de la Banque du Canada, on a un résumé justement, un peu résumé pour décideurs, alors pas du GIEC, mais par Bingai, sur les Canadiens et les Français ont une attente assez proche vis-à-vis de leur banque, mais ils peuvent avoir des préférences différentes sur le type de banque parce que le système bancaire est différent, etc., etc. Bref, ça va me permettre, basé sur ce que je connais, d'adapter mon approche. Ça va aussi permettre de travailler les questions. Et là, vous me voyez venir, on commence à aller sur des sujets beaucoup plus SEO. Quelles sont les questions que se posent? Et là, justement, j'ai fait exprès de prendre un exemple où je suis clairement pas la cible et j'ai pas d'avis. C'est quelles sont les questions que se posent les femmes espagnoles lorsqu'elles choisissent une robe? Forcément, je me suis jamais posé cette question-là. Je n'ai pas à portée de main ou une collègue ou une amie qui est une femme espagnole qui est en position d'acheter des robes, donc je demande à l'IA. Et là, en l'occurrence, on a des choses qui sont hyper intéressantes. Ça va me permettre aussi de construire un plan de contenu potentiellement lié à Mmh. ça. Ça ne veut pas dire que derrière, il va pas falloir que je fasse un travail lié au volume de recherche, lié à qui sont mes concurrents. Bien entendu, on doit rester en termes qualitatifs de bons SEO. Néanmoins, je pars d'une base existante. On va aussi pouvoir comprendre les marchés asiatiques. Et je vois que le temps passe et on a bientôt fini. Promis, on va avoir du temps pour vos questions. Oui, je voulais juste insister sur un point aussi par rapport à ce qui existe et qui n'existe pas en termes de concept. Un exemple tout simple, par exemple, le mot luxe, souvent je prends cet exemple parce que c'est vraiment flagrant. C'est un concept qui n'existe pas en tant que tel en Chine. On va plus parler de renommée, de marque, célèbre, ce genre de mots-clés. C'est plus comme ça qu'on va définir et exprimer les besoins, les attentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'estime que les IA doivent être aussi très entraînées par rapport à ces concepts sémantiques pour générer des contenus réellement qualitatifs et adaptés au pays. Et même adaptés finalement aux requêtes locales. Parce que au Japon, en Corée du Sud, on a un peu le même souci. Il n'y a pas vraiment cette notion de luxe ou certains concepts qui existent en Europe, en Occident, et qui n'existent pas du tout, et vice-versa. Ouais, donc il y a vraiment cette notion d'adapter aussi les notions qui existent pas, parce que faire de la traduction littérale, ça fonctionne pas en fait, tout simplement. Ça fonctionne pas et ça saute aux yeux en fait, que Mm. Et vous perdez en c'est pas crédibilité, local. ouais. Et Ouais, ouais, c'est ça. exactement. Et donc là, on arrive vraiment dans l'approche SEO. Donc là, typiquement, je prends un exemple où j'ai récupéré l'ensemble des mots-clés des pages qui font du trafic chez moi. Donc là, sur le site de semj.com, de manière très concrète, avec le titre et le mot-clé principal. Donc j'ai fait ça depuis Semj, la plateforme, mais j'aurais pu faire ça potentiellement avec un travail dans la Search Console ou d'autres outils. Et puis j'ai demandé à GPT de faire de la trad dans un premier temps, traduire le titre, traduire le mot-clé principal. Ça me permet déjà d'avoir une base. Et puis de faire des choses qui m'auraient pris des heures et des heures, voire des jours, ou des milliers de dollars ou milliers d'euros, c'est-à-dire de faire des descriptions. Une description sur la base Mmh. d'un titre. Et là, bien entendu, il va peut-être falloir le retravailler, mais là, donc là, moi, j'ai fait ça sur 100 pages, mais j'aurais pu le faire sur 1000 en étirant la formule, tout simplement. Donc, au lieu de le faire un par un, là, j'ai étiré une colonne dans Excel, dans Google Sheet pour être précis, pour avoir des descriptions dans différentes langues. Je l'ai fait sur 2 langues, mais j'aurais pu le faire sur plein de langues différentes. Donc là, c'est GPT for Sheet, je crois, le module que j'ai utilisé. Voilà, c'est ultra pratique, ça vous permet de travailler sur la base de l'existant, travailler sur ce qui fonctionne sur le marché. Donc voilà, vous avez les scripts indirectement ici, si on vous enverra le replay, donc vous pourrez le réutiliser. On va aussi travailler sur la base de l'existant par rapport à l'assortiment produit. Donc imaginez, vous avez votre top 1000 mots-clés, mais en fait, il y a plein de mots-clés sur lesquels vous n'allez pas pouvoir travailler parce que vous n'allez pas vendre ça dans votre marché. Bah, vous pouvez demander là, c'est iChat de SMJ qui va d'exclure tous les mots-clés liés à un thème. Donc là, la cuisine. Donc pour une grosse marketplace française, j'ai fait ça pour tester. Ça fonctionne très très bien.
Travailler des contenus que vous n'avez pas l'habitude de travailler, sur lesquels vous avez encore moins le temps quand vous avez plein de sites à gérer ou plein de marchés à gérer. Donc là, basé sur des informations produits qui viennent d'un PIM ou des informations fabricants, de faire des contenus produits que vous allez pouvoir réutiliser. Travailler vos contenus catégories. Donc là, pour de la traduction, c'est ce qu'on a à gauche, ou simplement pour de l'adaptation par type de produit, notamment quand vous avez des facettes. Donc là, c'est des pantalons blancs, des pantalons bleus, des pantalons verts. Voilà, l'IA va être capable de me faire des contenus qui sont pertinents par rapport à ça. Et puis aussi de travailler en local, donc là, de demander d'associer ma requête principale avec les top villes des États-Unis, parce que ça me permettra de générer un store locator hyper facilement, de travailler aussi en netlinking en identifiant sur une cible, une niche, pardon, tous les tops que je vais pouvoir avoir. Donc là, en l'occurrence, jogging international, finisher, runner. Imaginez, je suis Salomon, je ne suis pas français et je veux aller travailler du netlinking là-dessus. J'ai ma liste de contacts pour aller travailler. Donc plein de conseils pour aller plus vite tout en gardant de la qualité. Et petit post en plus, c'est que pensez pas que au SEO grâce à l'IA. Donc là, c'est iChat de CMG qui va me permettre de retravailler un contenu fait pour le SEO à la base. Donc ça, c'est sur notre site disponible. Et je lui ai demandé donc créer un post Facebook. Comme ça, je ne fais pas d'une pierre deux coups, mais potentiellement d'une pierre 3 coups, 4 coups, 5 coups, si je vais travailler sur Facebook, LinkedIn, Twitter, si je fais des résumés que je mets dans mes newsletters, etc. Donc ça peut vous permettre, avec un effort, de gagner potentiellement plein de fois différentes. Et là, tu nous parlais de luxe, et là, tu nous parles de Rolex cette fois. Oui, alors il y a une chose importante par rapport aux requêtes, aux stratégies de mots-clés comme tu viens de citer, c'est que d'un pays à l'autre, par exemple en Chine, en termes de requêtes, ce qu'on voit souvent revenir, c'est des classements ou des questions. C'est vraiment beaucoup de requêtes interrogatoires comme top 10 de classement de XY service ou produit, ou encore la marque Intel, c'est quoi comme marque? Dans la capture qu'on voit là, la question se pose quand même, c'est Rolex, qu'est-ce que c'est comme marque de montre? C'est la première question. Et Parce que ça il y nous a paraît plein de évident questions. à nous, mais c'est pas évident pour un asiatique, là en l'occurrence un chinois. C'est ça. Parfois, ils savent même pas si c'est une marque suisse, française ou américaine. Donc, vous voyez, pour nous, c'est évident, mais il faut se dire que non. Parfois, en Chine, en Asie, c'est une marque, c'est un peu un outsider aussi. Donc, il faut vraiment mettre en relation tous ces requêtes et faire en sorte de créer du contenu qui réponde à ces questions, même si elles paraissent évidentes pour nous. Ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose, voilà, où j'ai remarqué, avec l'expérience, les requêtes avec des intentions d'achat, il y en a très, très peu en Chine. C'est beaucoup de questions. C'est vraiment Baidu est devenu un moteur de réponse, quoi. En plus avec Ernie Bot et son IA vocale, ça va être encore plus le cas. Donc vraiment, si vous voulez travailler avec des Chinois ou des Asiatiques, pensez requête interrogatoire et pensez Je réponse crois que locale. le message est passé. Bon, on va se faire taper sur les doigts, on prend trop de temps, hein, On je a crois qu'on une va minute. dépasser. Mais néanmoins, on va quand même finir, et on va essayer de répondre aux questions. Ce qu'il faut retenir en concret, si ça te va, je fais les 2 premiers points et tu finiras, comme ça on avance. Vas-y. Avoir un site techniquement adapté à vos moteurs de recherche, on l'a dit en préambule, on a assez peu insisté derrière, néanmoins c'est hyper important. Typiquement, si vous travaillez avec beaucoup de schémas, avec des open graph, etc., pour un Baidu, ça sert à rien. Si vous voulez travailler votre stratégie de mots-clés, il va falloir travailler pour l'Asie, comme tu disais Véronique à l'instant, plutôt sur des formats interrogatoires, informationnels, alors que sur d'autres marchés, typiquement en Amérique du Nord, aux États-Unis, on va avoir beaucoup de requêtes très transactionnelles. Donc ça veut dire d'avoir peut-être des pages produits qui sont peut-être plus poussées qu'on peut l'avoir sur l'Europe. Et puis il y a 3 autres points, comme ça on fait un top 5 des choses à travailler. Et là, je te laisse la main, Véronique. Le troisième point, c'est de générer du contenu de qualité avec des IA qui sont suffisamment entraînées. Et pour ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est faire les tests afin que ces IA puissent distinguer ces connotations sémantiques, relire bien évidemment et optimiser les contenus générés par les IA systématiquement avant intégration dans son site web.
Et dernier point qui paraît du plus logique, c'est faire du netlinking sémantique et localisé. Ça, c'est hyper important aussi pour que votre site web soit bien populaire sur le web chinois, le web canadien ou autre. Oui, clairement. On en a un peu parlé tout à l'heure avec le prompt pour localiser les sites de niche. Voilà, ça peut vraiment être un bon aspect pour travailler. Et je crois qu'on en a fini, même si on a dépassé. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet ultra passionnant. En plus, Véronique et moi, on le vit au quotidien, donc on aurait aimé passer des heures sur ce sujet, Encore je plus. pense. Oui. Je pense qu'on a vraiment plein de choses à vous dire, mais je vois qu'il y a pas mal de questions et des questions qui ont eu énormément de votes, 28 votes sur la question de Céline Coechelin, je suis désolé, Céline, sur une question qu'on nous pose constamment. Je crois que Véronique, je vais te laisser la main et puis je compléterai. Vaut-il mieux avoir un site différent par pays, un site FR, un site GB, ES avec les modifications de texte et d'encre adaptée? Je pense qu'on te pose la question tous les jours, non? Cette question, je l'ai tous les jours. Alors, ma réponse... Non, mais vraiment, tous les jours. Ma réponse, vraiment, c'est... Ça dépend non seulement de vos offres de produits, mais idéalement, pour l'international, je dirais qu'il faut partir sur des répertoires de langues. Donc oui, un .com/fr/gb/es, c'est plus simple en termes de gestion au quotidien parce que rien que pour le netlinking, vous n'avez qu'un domaine à travailler, Ouais. entre guillemets. Vous avez tout qui puisse être au sein du même site en termes de puissance. C'est quand même plus intéressant. Après, si vous avez des offres différentes d'un pays à un autre, là, je vous dirais que potentiellement, il faut réfléchir à prendre des domaines locaux. Mais si c'est les mêmes services et les mêmes offres, il n'y a pas d'intérêt de prendre des différents domaines. J'ai rien de plus à dire. Je suis du même avis que Véronique, alors qu'on a des expériences différentes. Question de Jade, là aussi beaucoup de votes, 26 votes. Les contenus IA ne vont-ils pas être pénalisés par Google? Je peux démarrer la réponse, Véronique, tu me compléteras. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée et la seule pénalisation possible, c'est pas par qui vous l'avez produit, c'est pas l'IA ou l'humain qui compte, c'est est-ce que vous créez de la valeur. Et il vaut bien mieux un contenu IA qui apporte de la vraie valeur qu'un contenu qui a été généré à la va-vite, qui n'apporte rien, qui est mal écrit, qui n'est pas qualitatif du tout, même si c'est un humain qui l'a créé parce que vous avez fait appel à une société externe qui vous a vendu quelque chose à 2 centimes du mot. Je prends un cas extrême. Ce contenu-là a plus de chances de ne pas performer, voire même de causer du tort qu'un contenu IA. Néanmoins, la qualité, c'est votre rôle, comme on l'a dit peut-être 10 fois aujourd'hui. Donc non, il n'y a pas de pénalisation systématique, mais si vous faites du contenu non qualitatif, oui, ça peut vous poser des problèmes. Mais ce n'est pas lié à l'IA directement. Exactement. Si ce contenu a été relu, optimisé, comment est-ce que, entre guillemets, Google fera la différence entre un contenu qui a été créé automatiquement et un contenu rédigé par un rédacteur? Donc, c'est pour ça que les contenus générés par l'IA, il faut vraiment qu'il y ait une repasse humaine parce que finalement, on reste, comme tu disais, Corentin, responsable de cette qualité. Ouais. Bon, on est du même avis, c'est top, on est alignés. Je crois qu'on va vraiment se faire taper par les doigts, donc je pense qu'on va répondre à une ou deux questions encore, et après on va devoir arrêter, mais on pourra répondre. N'hésitez pas à nous contacter aussi par LinkedIn ou par courriel, par mail, pardon. Vous voyez, je vis au Québec, je dis courriel. En l'occurrence, on va quand même répondre à cette question. L'IA peut-elle être utilisée pour la traduction? Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Oui? Oui, Oui, mais encore une clairement. fois, repasser dessus, parce que si Oui. c'est pour faire des traductions à la DeepL, pour pas citer, et ne pas relire et laisser ça comme ça, le site peut se faire pénaliser. Et j'ai déjà eu des clients qui ont vécu une sacrée... c'est pas une pénalisation, mais en gros, son contenu en anglais ne ranquait pas. Mais vraiment pas du tout, parce que c'est pas du tout adapté. Et même si ça rank, pensez à la conversion, c'est quand même ça l'objectif de faire du trafic. Et effectivement, si vous avez des contenus où ça sent que vous êtes une boîte qui est parachutée quelque part, ça ne fonctionnera pas. Exactement. Dernière question et grosse question, quelle est selon vous la méthode pour ne pas perdre son SEO lors d'une refonte? Alors on va répondre dans un contexte international. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Ça aussi c'est ton quotidien, je pense, Véronique.
Ouais, alors la question s'affiche pas, mais c'est la refonte, Pardon, c'est ça? je te la mets Alors, ici. ouais. Quelle est selon vous la méthode pour ne pas perdre son SEO lors du ah bah, déjà, techniquement parlant, il faut bien évidemment, mettre en place tout ce qu'on appelle, plan de migration, ce genre de choses. Mais également lors du passage ou plutôt la redirection d'un ancien contenu vers un nouveau contenu, je pense au refresh content. Je pense aussi à optimiser en fait, bah, les contenus existants que je veux récupérer pour, mon nouveau site. Mais également, en fait, il faut bien prendre en compte, lors de cette refonte, tous les éléments autour aussi, bah, de notre consommateur. Les tendances et les éléments ont certainement évolué entre-temps et c'est bien de profiter de cette refonte pour tout mettre à jour. Donc ça, Ouais. c'est mon avis. Bon, je crois qu'on va être obligé de laisser la place à ce qui arrive derrière, qui est vraiment top. Le grand quiz du SEO. Il y a plein d'autres questions qui sont ultra pertinentes. Je suis désolé, on a pris trop de On est temps, vraiment désolé, oui. mais mais c'est parce qu'on avait plein de choses à vous dire. On va essayer d'y répondre au maximum, que ça soit par nous ou par les équipes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des cas en direct Sur LinkedIn aussi, voilà, oui. Mmh. pour qu'on puisse répondre à tout ça. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir, passé du temps avec nous. C'est vraiment un plaisir pour Merci. nous. Merci à toi Véronique de m'avoir accompagné Bah, de aujourd'hui. rien, avec plaisir, c'était super. Et puis on se retrouve au SEO Master Quiz. Vous avez normalement reçu ou vous allez recevoir dans les prochaines minutes un lien pour vous connecter. Et puis je vous rappelle l'offre SAMJ, à bénéficier d'un workspace supplémentaire ou d'une extension Chrome offerte sur une année. Donc c'est assez énorme comme offre jusqu'au 30 avril. Et toi Véronique, je crois que tu as 15% sur tes accompagnements SEO aussi. Exactement, moins 15% sur un abonnement annuel à partir de 15 000 € l'année. Ok, voilà, deux belles choses à faire avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Merci encore une fois. Et puis on se voit au quiz, puisque normalement on sera présent, Véronique et moi. Donc on se retrouve là. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. À tout de suite.